Il est tout juste 17h heure d'Alger, vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 6 mars 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Escalade au Moyen-Orient, le conflit entre dans son 7e jour et des milliers de personnes ont manifesté à Téhéran pour rendre hommage à Khamenei et rejeter toute négociation avec les États-Unis. Escalade au Moyen-Orient, les États-Unis face au risque d'une pénurie de munitions. Fait le point dans ce journal. Le pétrole russe comme ultime recours face au blocage du détroit d'Ormuz. Les détails dans ce journal. Et puis, nouvelle frappe sioniste sur Saïda et la banlieue sud de Beyrouth. L'ONU appelle à des enquêtes rapides sur les frappes sionistes au Liban. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec cette information. La télévision officielle iranienne a fait état d'une série d'explosions à Téhéran à l'aube ce vendredi, marquant le début d'une 14e vague d'attaques lancée par l'entité sioniste contre la capitale. Selon les premières informations, des raids aériens ont visé plusieurs quartiers de l'est et du centre de la ville, atteignant notamment un immeuble résidentiel situé rue Joumouri. En parallèle, des frappes de missiles ont ciblé des infrastructures iraniennes en périphérie de la ville. Aucun bilan humain ne fait état de victimes pour le moment. Le Croissant Rouge iranien a annoncé la mort de 1300 civils depuis le début de la guerre américano-sioniste contre l'Iran. L'organisation a précisé dans un communiqué ce vendredi que 14 centres médicaux ont été endommagés suite aux attaques que subit l'Iran depuis samedi dernier. Et des milliers d'Iraniens se sont rassemblés vendredi 6 mars à la grande mosquée de Téhéran pour rendre hommage au défunt guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei et exprimer leur opposition à toute négociation avec les États-Unis et l'entité sioniste. Lors des attaques contre les écoles, notamment à Minab, le martyr de nos chères petites filles, nos anges du ciel, lors des attaques contre les gymnases, les maisons de retraite, les hôpitaux et les centres médicaux et d'urgence, voilà à quoi ressemble notre ennemi. Ceux qui ont été trompés et ceux qui attendaient l'aide de Trump, voilà à quoi ressemble l'aide de ce satané Trump. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle puissance sur la scène mondiale, les conséquences de la guerre du Ramadan grâce à la résilience de notre nation et à la défense acharnée de nos chères forces armées, avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, transformeront la géographie politique du monde. Ce qui nous brise le cœur, c'est que nos responsables commencent à parler de négociations ou d'un cessez-le-feu avec ces immondes. Si nous acceptons un cessez-le-feu maintenant, la même situation se reproduira dans 6 mois. Dans 6 mois, ils recommenceront leurs menaces, alors mettons-y un terme. Et le corps des gardiens de la révolution iranienne a annoncé ce vendredi le lancement par ses forces d'une nouvelle vague de l'opération Promesse Honnête 4 visant des cibles militaires sionistes en Palestine occupée. Selon l'agence de presse internationale iranienne Tasnim, les gardiens de la révolution ont publié un communiqué annonçant le début de la 21e vague de l'opération. Et l'armée iranienne a annoncé avoir lancé une attaque contre des bases américaines situées au Koweït, promettant de mener d'autres frappes prochainement. La télévision officielle iranienne, citant l'armée ce vendredi, a déclaré qu'au cours des dernières heures, un grand nombre de drones kamikazes appartenant à l'armée de terre ont ciblé plusieurs bases militaires américaines au Koweït. Le communiqué ajoute que ces opérations se poursuivront durant les heures à venir.
Ali Abar Ahmadine, représentant du guide de la révolution iranienne au Conseil de défense, a menacé de bombarder des installations dans la région du Kurdistan irakien si la présence de ceux qu'il a qualifiés de séparatistes persiste ou en cas de complot et d'infiltration à la frontière iranienne. L'Iran s'est jusqu'à présent concentré uniquement sur les bases américaines et israéliennes dans la région ainsi que sur les partis politiques d'opposition opérant au sein du Kurdistan. Si leur présence et leur complot se poursuivent ou si ces groupes ou des éléments du régime sioniste franchissent les frontières de la République islamique par la région, toutes les installations du Kurdistan irakien seront ciblées à grande échelle. Les relations amicales et le soutien indéfectible de la République islamique à la région du Kurdistan durant les périodes difficiles comme l'attaque de Daesh cesseront. Et le président américain Donald Trump a exigé vendredi 6 mars la capitulation sans condition de l'Iran, une escalade dramatique de ses exigences une semaine après le début de la guerre qu'il a lancée contre l'Iran. Au 7e jour de guerre, la question se pose quant à la capacité des États-Unis à poursuivre l'effort de guerre dans le temps. Les stocks de missiles intercepteurs américains connaissent une pénurie alors que Téhéran se dit prête à tenir dans la durée. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Est-ce un aveu de faiblesse ou d'impréparation ? Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient des stocks de munitions stockés aux 4 coins du globe, une façon de dire qu'il n'excluait pas d'acheminer ce matériel vers le Moyen-Orient. Pete Hegseth, ministre de la guerre et idéologue d'une croisade moderne, s'est voulu rassurant en déclarant que les États-Unis pouvaient tenir encore des mois, mais la réalité du terrain est différente. Depuis le début de la guerre, l'Iran a tiré pas moins de 570 missiles et près de 2000 drones. Pour neutraliser ses cibles, les États-Unis et son allié sioniste disposent de missiles THAAD, Patriot et Arrow 3, des systèmes hautement coûteux et demandant du temps pour être produits. Pour chaque missile balistique, il faut tirer au moins 2 missiles intercepteurs, voire davantage. Un responsable américain affirme que l'équivalent de plusieurs années de production a été liquidé en quelques jours. Le Qatar a soumis une demande aux États-Unis pour renouveler le stock de missiles intercepteurs épuisé. La demande a été ignorée par Washington. Les États-Unis ont décidé de ramener la batterie d'intercepteurs THAAD déployée en Corée du Sud pour prêter renfort à l'entité sioniste. L'inquiétude est de mise pour les alliés asiatiques des États-Unis que Washington avait promis de défendre. Malgré l'armada déplacée au Moyen-Orient par le président américain, la force de frappe américaine ne serait-elle pas suffisante ? L'administration Trump a vraisemblablement sous-estimé les capacités de l'Iran. Le blocage du détroit d'Ormuz paralyse l'approvisionnement mondial en énergie, créant une onde de choc sur les marchés. Face à cette pénurie critique, les grandes puissances se voient contraintes de réviser leur stratégie. Elles se tournent de nouveau vers l'énergie russe. Mohamed Wali Bechab. Au 7e jour du conflit au Moyen-Orient, le blocage quasi total du détroit d'Ormuz paralyse l'approvisionnement énergétique mondial. Cette crise force les grandes puissances à réviser leur stratégie et à se tourner paradoxalement vers les ressources russes pour pallier la pénurie. L'instabilité au Moyen-Orient fait exploser la demande d'énergie russe. Malgré les sanctions occidentales, le conflit transforme les ressources de Moscou en une soupape de sécurité désormais indispensable au marché mondial. Nous constatons une augmentation significative de la demande en ressources énergétiques russes en lien avec la guerre en Iran. La Russie a toujours été et demeure un fournisseur fiable de pétrole et de gaz, y compris de gazoducs et de gaz naturel liquéfié. Elle reste également en mesure de garantir la continuité de toutes les livraisons pour lesquelles des contrats ont été conclus. Face à l'urgence, la diplomatie laisse place au pragmatisme économique. Le Trésor américain a accordé à l'Inde une dérogation de 30 jours
Cette mesure exceptionnelle permet à New Delhi d'acheter du pétrole russe bloqué en mer, malgré les sanctions en vigueur. Parallèlement, le président Donald Trump a annoncé de nouvelles mesures de son administration pour alléger la pression sur le marché pétrolier. Hier, mon gouvernement a annoncé des mesures décisives pour contenir les prix du pétrole, notamment en proposant une assurance contre les risques politiques pour les pétroliers transitant par le Golfe. Comme vous le savez, c'est une zone particulièrement dangereuse. D'autres mesures visant à réduire la pression sur le pétrole sont imminentes et les prix semblent s'être stabilisés. Ils étaient très bas. À long terme, les mesures prises contribueront grandement à la stabilité de la région, des prix du pétrole, des marchés boursiers et de tous les autres secteurs. Si le conflit perdure, cette dépendance de circonstances envers la Russie pourrait se prolonger. Le ministre qatari de l'énergie avertit que le blocage d'Ormuz pourrait propulser le baril à $150 et quadrupler les prix du gaz. Selon lui, cette guerre américano-sioniste contre l'Iran menace de provoquer un choc majeur pour l'économie mondiale. Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré vendredi 6 mars que se tourner vers la Russie pour l'approvisionnement en gaz serait une erreur économique et politique compte tenu de l'arrivée de l'offre mondiale de gaz naturel liquéfié. La crise actuelle au Moyen-Orient soulève dans certains milieux des questions sur la Russie et sur l'opportunité d'un retour vers elle. Bien sûr, cela dépendra des pays et de leurs propres décisions, mais à mon avis, l'une des erreurs historiques de l'Europe a été sa dépendance excessive à l'égard d'un seul pays pour ses ressources énergétiques. Compte tenu de la mauvaise expérience qu'ont eue les Européens avec la Russie, compte tenu du fait que d'importantes quantités de gaz naturel liquéfié vont de toute façon arriver sur les marchés, que les marchés du gaz vont passer d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs, je pense que considérer la Russie comme une option alternative pour l'approvisionnement en gaz serait économiquement et, à mon avis, politiquement erroné. Maersk, l'une des plus grandes compagnies de transport de conteneurs au monde, a annoncé ce vendredi la suspension temporaire de 2 services de fret reliant le Moyen-Orient à l'Asie et à l'Europe. Face aux répercussions continues de la situation régionale sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, dans une note adressée à ses clients, l'entreprise a indiqué que cette décision a été prise par mesure de précaution afin de garantir la sécurité de son personnel et de ses navires, tout en s'efforçant de réduire autant que possible les perturbations opérationnelles au sein de son vaste réseau. Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a déclaré ce vendredi qu'environ 52 navires français sont actuellement bloqués dans les eaux du Golfe à cause du conflit. Selon des médias français citant le ministre, on dénombre 52 navires dans le Golfe et 8 autres en mer Rouge. Direction le Liban à présent où les avions de guerre de l'armée sioniste ont lancé une nouvelle série de frappes vendredi sur la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth après une nuit d'intenses bombardements, a rapporté l'agence libanaise d'information. Au moins 123 personnes sont tombées en martyrs au Liban suite aux frappes sionistes qui ont fait également 683 blessés depuis lundi selon le dernier bilan des autorités libanaises. Le ministère libanais de la Santé a indiqué dans un communiqué que ce bilan pourrait s'alourdir. Les hôpitaux continuent d'accueillir des victimes. Pour rappel, en dépit de l'accord du cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre 2024, l'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban, faisant des centaines de martyrs et de blessés. Toujours au Liban, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a réaffirmé la volonté constante du Liban de négocier afin d'épargner au pays, à ses infrastructures et à ses biens des dommages supplémentaires. L'agence de presse libanaise a rapporté ce vendredi que Salam, lors d'une allocution devant les ambassadeurs des pays arabes étrangers, a souligné que la décision de la guerre et de la paix doit rester exclusivement entre les mains de l'État libanais.
L'Organisation des Nations Unies a appelé à l'ouverture d'enquêtes rapides sur les frappes sionistes qu'elle a qualifiées de meurtrières au Liban afin de déterminer leur conformité avec le droit international. Et plus de 83 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile après les frappes sionistes visant le sud du pays. Faute de place dans les centres d'accueil, de nombreuses familles passent désormais leur nuit dans les rues de la capitale, sur les places publiques ou même dans leurs voitures. Commentaire Neylet Hamouda. À première vue, la scène pourrait ressembler à un pique-nique en famille. Mais ici, personne n'est venu pour se détendre. Ces familles ont été chassées par l'entité sioniste et contraintes de fuir leur maison après l'escalade des frappes sionistes au Liban. Elles ont quitté précipitamment la banlieue sud de Beyrouth pour rejoindre la place des Martyrs au centre de la capitale où les trottoirs se transforment en abris improvisés. Nous dormons ici, dans la rue. Certains dorment dans leur voiture, d'autres dans la rue, d'autres encore sur la plage. Nous sommes sans abri. Ils nous ont déplacés et nous sommes partis. C'est ce qu'ils appellent un déplacement forcé. Je n'ai jamais dormi à même le sol de ma vie. J'ai été contraint de dormir ainsi. Personne n'a même apporté de couverture. Ils disaient demain, après-demain. Sur le terrain, les organisations internationales tentent de découper l'océan de misère. 30 000 personnes ont déjà rejoint des abris saturés depuis le début de l'agression contre l'Iran. Pour le HCR, le traumatisme est profond. Il ne s'agit pas seulement de distribuer des couvertures, mais de tenter de résoudre un sentiment de normalité pulvérisé. En quelques heures, des milliers de personnes ont été déracinées dans le sud du Liban, la banlieue sud de Beyrouth et la Bekaa. Les familles ont laissé derrière elles leurs maisons, tous leurs biens et leur sentiment de normalité. Le nombre de déplacés au Liban a dépassé les 83 000 personnes à la suite de l'agression sioniste menée au début de la semaine contre le Liban. Face à cet afflux massif, les écoles, les centres publics et même les places deviennent des abris improvisés. Pour des centaines de milliers de Libanais, l'urgence est désormais simple, trouver un toit pour passer la nuit. Et des ordres d'évacuation à grande échelle émis par l'entité sioniste pour le sud du Liban soulèvent de sérieuses préoccupations en droit international, a déclaré vendredi 6 mars le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk. Actuellement, avec ces ordres de déplacement massifs et généralisés, nous parlons de centaines de milliers de personnes. Nos collègues sur le terrain entendent chaque jour les témoignages de l'angoisse des gens, de leur incertitude quant à leur destination et à la durée du déplacement. De toute évidence, cela soulève de graves préoccupations au regard du droit international humanitaire et notamment en ce qui concerne les transferts forcés. Par ailleurs, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que le Liban est en train de devenir un foyer de tension majeure. Le Liban est en train de devenir un foyer de tension majeure. Je suis extrêmement préoccupé par les derniers développements suite aux attaques du Hezbollah contre Israël et aux importantes contre-attaques israéliennes, ainsi qu'aux vastes ordres de déplacement ordonnés qui ont déjà contraint des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat. Pour Volker Turk, la crise au Moyen-Orient s'est propagée à une vitesse fulgurante. La crise qui a éclaté au Moyen-Orient il y a une semaine suite aux attaques américaines et israéliennes contre l'Iran et aux ripostes iraniennes s'est propagée à une vitesse fulgurante. Elle cause des dégâts considérables en Iran, en Israël et dans au moins une douzaine d'autres pays, principalement du Golfe, et fait craindre des répercussions économiques et environnementales majeures à travers le monde.
Il est urgent que la communauté internationale prenne des mesures pour contenir et éteindre cet incendie. Or, nous ne constatons qu'une rhétorique plus incendiaire et belliqueuse, davantage de bombardements, de destruction, de morts et une escalade qui ne fait qu'attiser les tensions. Dans le reste de l'actualité de ce journal, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un nouvel échange de 300 prisonniers de guerre chacune, a annoncé vendredi 6 mars le ministère russe de la Défense dans le cadre d'une opération majeure de 2 jours, 500 au total par camp. Autre information, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a rendu visite ce vendredi aux blessés suite au crash d'un petit avion de transport militaire jeudi sur la base aérienne de Boufarik en première région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, suite au douloureux accident qui a conduit au crash d'un petit avion de transport militaire de type BE 1900 hier 5 mars 2026, juste après son décollage de la piste de la base aérienne de Boufarik en première région militaire qui a malheureusement causé le décès en martyr de 2 cadres et la blessure du reste des membres de l'équipage. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu la matinée du vendredi 6 mars 2026 à l'hôpital central de l'armée en première région militaire afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés et de leur apporter à eux et à leurs familles un soutien moral en leur souhaitant prompt rétablissement, précise la même source. Et un mot d'économie avant de clôturer ce journal. Hier soir, la 3e édition des soirées économiques ramadanesques a rassemblé près de 200 acteurs majeurs de l'économie autour d'un concept original mêlant réflexion et convivialité. C'est un rendez-vous désormais installé où l'économie se pense et se partage. Le temps d'une soirée placée sous le signe de l'échange et de l'inspiration. Nazim Sini, organisateur de l'événement, revient sur l'importance de ces espaces de dialogue entre acteurs économiques. Il est au micro de Iman Marrat. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux entreprises publiques et privées de pouvoir discuter, de débattre des grandes tendances du marché, notamment du marché économique pour l'année 2026, dans différents secteurs, voir aussi quelles sont les opportunités qui vont se présenter à elles et quels sont aussi les défis et les challenges qu'il va falloir surmonter dans un contexte et un environnement international qui se dégrade. Mais aussi, l'objectif de cette rencontre, c'était de permettre de discuter aussi de la transformation numérique, qui est un enjeu stratégique pour notre pays, mais aussi pour les entreprises. Également la gestion de trésorerie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les tensions qu'il existe sur les marges, un environnement concurrentiel également qui est de plus en plus renforcé, les entreprises doivent aussi se prémunir pour pouvoir consolider leur croissance de manière durable et de manière pérenne. Une soirée qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui de plusieurs partenaires. Pour eux, soutenir ce type d'initiative, c'est aussi encourager les échanges autour des enjeux économiques. Présent à la 3e édition de la soirée ramadanesque organisée par M. Nazim Sini. Nous avons été présents à la première, à la 2e édition. Et pour nous, être présents ce soir, c'est pour principalement 2 objectifs. Le premier, c'est pour notre image de marque et être présent avec les différents opérateurs présents que nous avons le plaisir en partie d'avoir déjà en portefeuille et puis de ceux que nous n'avons pas encore. Et donc pour nous, c'est une vraie opportunité de discussion, de réseautage assez stratégique et importante. La deuxième aussi, c'est que nous sommes présents parce qu'il y a une réelle valeur ajoutée dans le contenu qui est présenté dans la soirée. Y compris par l'organisateur, avec une keynote qui nous permet d'avoir les tendances, l'actualité et puis toutes les informations économiques à l'international, mais aussi ce qui peut impacter l'Algérie. La soirée a aussi séduit de nombreux invités venus assister aux échanges et partager ce moment de convivialité. Donc cette soirée, c'est toujours un petit peu, on peut dire, c'est le after de Algérie 2030. On essaie de débattre un mois ou 2 mois après l'événement. On essaie de voir où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, c'était l'occasion aussi de voir avec tous ces changements aujourd'hui qui
qui se déroule dans le monde avec la guerre en Iran, l'avènement de l'IA, l'utilisation de l'IA agentique, transformation numérique et tout. Donc c'est toujours ce genre de questions, ce genre de thématiques qui reviennent. Mais ce qui nous intéresse au plus, c'est beaucoup plus de voir un petit peu le côté opérationnel, qu'est-ce qu'on peut faire et sur quoi on peut agir surtout dans notre pays et au niveau du continent africain. Cet événement était vraiment un événement qui est pertinent. On a pu échanger sur l'économie mondiale cette année et c'était vraiment aussi un événement où j'ai pu connaître des personnes dans l'écosystème algérien et même mondial. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée à tous et à très bientôt.